Quand Ninette changera-t-elle de clou? Je disais que ça ne lui profite pas non plus, elle en perd le jugement, à force de vouloir s'ouvrir et se désentraver. Je viens de relire Mahut ou le matériau de Robert Pinget, le deuxième livre publié par Robert Pinget. Et je veux d'abord commencer la vidéo par une idée qui me paraît essentielle, qui est l'élément le plus frappant pour moi. Mahut ou le matériau, c'est un texte qui est un texte de la confusion et du confusionnisme. C'est un texte dans lequel la confusion est au centre en fait de la stratégie. Le lecteur doit se retrouver en état de confusion. Et une des raisons pour lesquelles, un des moyens en fait par lesquels Pinget tourne autour de cette question de la confusion, c'est ce qu'il appelle dans le chapitre 4, ou c'est ce qui s'appelle dans le titre du chapitre 4 de la deuxième partie, l'à peu près, l'approximation. Et l'à peu près, il vient de quoi? Il vient en fait de l'analogie. À force de fonctionner par analogie, et dans le cadre du texte ou du projet littéraire de Pinget, au tout début de sa carrière, de dénoncer la façon dont la littérature fonctionne par analogie, on finit par embrouiller, on finit par prendre les choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, les unes pour les autres. Ce poulailler est très moderne, démontable, au brou de noix. Il a un sens unique pour les poules qui ont pondu. Et ça donne ça. La vérité, c'est les jumelles, la précision. La vraie chose d'avant, c'est les jumelles. Il faudrait dire, tiens, ces jumelles sont à peu près la cabane. Mais tu n'es pas logique, tu sautes les jumelles et la chose d'avant devient la cabane que tu vois, et celle d'après la cabane imaginaire. Et là, le texte précise alors, tu crois progresser de précision en précision alors que tu régresses. La seule précision, c'est celle que tu as entre les mains, toujours ce futur loufoque à cause des comparaisons. Le faux futur, puisqu'en inversant les termes, tu t'empêtres dans des vieilleries. Ce qui me paraît absolument essentiel dans ce passage-là, et c'est pour ça que je voulais commencer de manière un peu comme ça, brutale, par parler de ça, et par évoquer ça, et par citer ce paragraphe de la page 114, enfin des pages 114-115, dans l'édition Minuit de Mahut ou le matériau, c'est parce que ça me paraît essentiel. On ne comprend pas vraiment le livre si on ne comprend pas que c'est une entreprise de déstabilisation de l'analogie par une surabondance d'analogie, à savoir en poussant presque à l'excès le recours à l'analogie, le texte démolit en fait le fonctionnement analogique lui-même. Tu n'as pas des espèces de souvenirs bêtes? Ils ne sont pas très particuliers à l'enfance, je crois, mais au début de maladies pas graves qu'on soigne soit par désœuvrement, soit par besoin de vacances. On n'y gagne rien, on n'a aucun plaisir, je trouve. On traînasse. Ces souvenirs qui remontent. Que c'est embêtant. On dirait du Proust, et c'est du totoche. Ma parole, du totoche, ma pomme. Mais je me souviens des autres que j'ai feuilletés, entre autres les nymphes de la Seine, c'est des grosses dondons qui flottent, et les tritons parisiens mâles et femelles, c'est un bonhomme et sa femme en train de se baigner, ils ont de ces figures. J'aime les mots. Une phrase dans la rue, n'importe laquelle. Soudain je me dis c'est du français que c'est beau. Je ne m'y attendais pas, peut-être en tibétain m'aurait-elle moins étonné, et la manière de dire bonjour quand il sort tout frais de la bouche, comme un sorbet. La voix aussi est importante, mais c'est autre chose. Je viens donc de relire Mahut ou le matériau, de Robert Pinget, texte publié en 1952, après Entre Fontoine et Agappa, 1951. Mahut ou le matériau, ça n'est pas encore publié chez Minuit à l'époque, puisque Pinget ne signera chez Minuit qu'à partir de son 4e livre, Graal Flibuste. Et Minuit republiera a posteriori tous les textes de Pinget, et il republiera aussi les premiers, Entre Fontoine et Agappa, Mahut ou le matériau, et Le Renard et la Boussole, chez Minuit. Donc on pourra ensuite les trouver chez Minuit. Et dans cette édition, il y a quelque chose d'assez curieux. Alors, c'est vrai que j'ai fait ça pour Entre Fontoine et Agappa, je peux le refaire là. L'exemplaire même, mon exemplaire de Mahut ou le matériau, je sais ou je suis quasiment sûr de me rappeler de sa provenance. Il m'a été offert en fait à Noël par ma tante Sylvie, ma tante maternelle. Pourquoi en faire une jaunisse?
Et donc, c'était en pleine époque Pinget à ce moment-là. Et donc, j'avais commandé un certain nombre de Pinget. Je ne sais plus si c'est en 92 ou en 93, mais en tout cas, voilà. À Noël, je me suis retrouvé avec Mahut ou le matériau, et c'est super. Et donc, dans cette édition, qui est portée dépôt légal 1982, cet ouvrage a été achevé d'imprimer le 15 février 1982, etc. etc. Après la table des matières, donc après vraiment à la toute fin, juste avant le dépôt légal. Par suite de circonstances imprévues, mon éditeur a dû prendre très rapidement la décision de faire un tirage photographique de ce livre sur le texte original. Or, cet original contient pas mal d'incorrections, coquilles ou même impropriétés. En ce qui concerne ces dernières, j'avoue que j'étais il y a 30 ans beaucoup plus insouciant que je ne le suis aujourd'hui. C'est amusant que je fourche sur la phrase, que je fasse une faute de français et de lecture dans la phrase qui parle des impropriétés de la réédition ou de la réimpression. Les dites circonstances ne me permettant pas de corriger le texte, j'autorise mon éditeur à le laisser réapparaître tel quel. Il me semble en effet déplacé de jouer les puristes en dressant ici un erratum qui ennuierait le lecteur. Quant à la syntaxe, surtout celle de la seconde partie du livre, elle était volontairement bousculée, et je m'en félicite encore, puisque j'ai poursuivi jusqu'à maintenant nombre d'expériences d'écriture, ce que j'ai appelé le ton, dans tous mes écrits. Voilà, donc c'est la question du ton. Et ça veut dire, et dans cette postface, en quelque sorte, Pinget insiste sur le fait qu'il y a des erreurs qui sont des erreurs involontaires, des impropriétés, qu'il les laisse en fait, pour des raisons d'impératif technique, mais que en fait ça n'est pas gênant. Et surtout, il insiste sur le fait que la deuxième partie, dont je ne vais pas tarder à parler, la deuxième partie relevait déjà de ce qui s'est avéré être une recherche fondamentale pour lui, c'est-à-dire le ton. Et donc dans cette deuxième partie, il y a cette recherche d'un ton particulier, tenu et continu. C'est bien la peine d'apprendre un métier quand on pourrait être videur de poissons rouges. Disons transvaseur pour ne pas confondre avec ceux qui vident le poisson. Comme à Bastia, les videuses sont si adroites, elles sortent le foie ou la laitance d'un coup. C'est vraiment des spécialistes. Mahut ou le matériau est en deux parties. Je viens d'en parler d'ailleurs. Je viens de parler du texte dans lequel Pinget parle du ton qu'il cherchait déjà à trouver dans la deuxième partie. Deux parties, 26 et 37 chapitres chacune. La première partie s'intitule « Le romancier », 26 chapitres, comme les 26 lettres de l'alphabet, on serait tenté de le dire, c'est assez facile de céder à cette tentation. La deuxième partie, Mahut bafouille. Mahut bafouille, 37 chapitres. On serait tenté, étant donné que Robert Pinget s'est installé en Indre-et-Loire, je crois, dans les années 60, qu'il a même construit une tour, et qu'il est mort à Tours, en fait, en 1997, on serait tenté de dire 37 chapitres, comme le numéro du département de l'Indre-et-Loire. Moi, ça pourrait m'arranger, vu que ce projet Pinget, il est tourné où? À Tours. Bon. Le romancier Mahut bafouille. Deux parties, la question du dédoublement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le fait même que le titre de la deuxième partie, Mahut bafouille, semble poser cette question de la dualité, cette question de la répétition, sous le signe d'une détérioration. Il y aurait une première partie qui est une partie accomplie, qui se présente comme le romancier. Qui est ce romancier? Probablement l'attirail, vu que l'un des personnages récurrents de l'œuvre de Pinget, très présent ici dans Mahut ou le matériau, est le personnage de l'écrivain, et même du romancier l'attirail. On reviendra dessus parce qu'il y a tout un jeu de miroir et d'emboîtement assez complexe autour de ce personnage. Il y aurait donc cette première partie qui décrit un romancier accompli, qui décrit la capacité à faire œuvre, et puis dans une deuxième partie, il y a la reprise, la répétition, mais placée en quelque sorte, j'allais dire presque sous l'égide du bafouillage, ce qui est une contradiction ou un paradoxe, mais que j'assume pleinement. Il a une cravate avec un Donald brodé. Alors, ce qui est intéressant bien sûr, c'est que par exemple, page 157, l'attirail dit « L'attirail est venu me chercher, il n'a rien fait, il ne peut plus travailler, me dit-il ». Et donc, le bafouillage ou le bafouillement de Mahut se substituerait à l'aphasie du romancier. Détérioration, pourquoi? Parce que le bafouiller, ça n'est pas le bégaiement, bien sûr, mais c'est quand même une forme d'infirmité ou d'incapacité à parler en faisant pleinement sens ou en ne se trompant pas. Et moi, dans ces vidéos, j'arrête pas de bafouiller, donc je laisse
une grande partie de ces bafouillages, parce que ça prend beaucoup de temps à gommer, et que c'est parfois difficile de les gommer. Mais ils font partie de la vidéo. Et bien, de la même manière, dès un de ses premiers textes, Pinget postule que le fait de bafouiller, je ne sais même pas si on dit bafouillement ou bafouillage, je crois, bafouillement, le fait même de bafouiller est constitutif d'un certain ton, justement, d'une certaine manière de dire. Le texte comme détérioration, c'est intéressant parce qu'à la page 152 aussi, j'ai bien du mal à m'exprimer, c'est la fin du chapitre 18, j'ai bien du mal à m'exprimer, ça empire. Cette question de parler, c'est ça qui ne va pas. Et donc, là encore, romancier et l'écriture, bafouiller la parole, cette question de parler, c'est ça qui ne va pas. Donc il y a apparemment comme ça tout un pan, toute une sorte de lecture possible du livre, Maheu ou le matériau, comme un chemin vers l'aphasie ou un chemin vers la difficulté à s'exprimer, de l'écriture accomplie vers la parole qui ne fonctionne pas ou qui empire. Alors ce qui en fait, je peux prendre un dernier exemple, à la page 122, oui je regarde des petites notes parce que c'est compliqué quand même ce projet Pinget, je peux pas totalement improviser comme je fais dans toutes mes autres vidéos, donc j'ai des espèces de petits bouts de papier mais qui sont pas très bien organisés, il faudra que je m'organise mieux, mais on espère, hein. Pinget dit bien dans sa postface, après tout je fais une parenthèse, vous me le pardonnerez ou pas, mais Pinget dit bien dans sa postface qu'il s'est amélioré avec le temps, qu'il est devenu moins insouciant. Peut-être que de la même manière, dans le projet Pinget, je vais être un petit peu moins amateur au fur et à mesure du temps, mais là pour l'instant il faut faire avec. Qu'est-ce que je disais? Oui, un autre exemple, à la page 122, chapitre 7 de la deuxième partie, le beurre, là encore la question de la parole est liée à la difficulté à s'exprimer. Le plus dur, tu ne trouves pas, c'est de ne pas pouvoir dire le mot qui vient. Quel mot? Par exemple, beurre. Je suis en train de te parler, je te parle, je te parle, je te parle. C'est des phrases, ou rien qu'une phrase. À un moment, je vais dire beurre. Je sens tout à coup, j'allais le dire. Je dis vite autre chose, heureusement. Parce que quand on sent qu'on va dire quelque chose, un mot, beurre par exemple, même si on s'en aperçoit juste avant de le dire, on en avait la tête toute pleine. Avant, sans le vouloir, on avait la tête pleine de beurre. Et donc en fait, il y a cette espèce de peur, en fait, de menace que le langage envahisse le corps, en fait. Donc il y a tout cet aspect-là. Donc, Il fignole le procès-verbal, avec des croquis supplémentaires et des cotes au millimètre. le romancier, grand 1, le romancier, grand 2, Maheu bafouille. Et donc la parole comme répétition imparfaite. De même que Maheu, il est dans le titre du livre, c'est le personnage central, forcément, ne serait-ce que par ce titre, et il est tout à fait au centre du dispositif narratif du livre, mais il apparaît comme un bafouilleur, c'est un romancier détérioré, c'est ce que je disais. En fait, il s'agit certainement d'un élément déceptif, parce qu'il y a un jeu avec ça, et je pense au contraire que comme c'est au tout début de l'œuvre de Pinget, il y a une volonté de se débarrasser des figures traditionnelles du romancier, des figures traditionnelles de l'écriture, de la composition, pour peut-être, après tout, on peut risquer un parallèle avec Sioran, qui était un grand lecteur de Beckett, on peut peut-être risquer un parallèle avec Sioran, un précis de décomposition. J'ai cité dans la première partie de cette vidéo, des causeries de cette vidéo, la question de la précision, à savoir plus on précise, plus on croit qu'on précise par analogie et moins on précise, eh bien peut-être que on est justement dans une mise en scène de la décomposition. Quand on était petit, on disait Bourdodzoi, ça voulait dire nom de Dieu. Et Chinikodozoi, sacré nom de Dieu. C'est notamment l'explicit, la toute fin du livre, fin du chapitre 37. La première partie entre nous, c'est un roman raté, mais aucune importance. Elle m'a servi de gamme préliminaire. Ce qui m'importe, ce n'est pas de bien chanter, c'est d'entendre ma voix sans la bronchite. Tu sais, la bronchite, il y a plein de petits sifflets. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Néanmoins, tout me demeure, j'ai gagné. Ça, c'est la fin du livre, c'est Maheu qui parle. Et en fait, Maheu, il semble montrer qu'il a fait semblant de bafouiller, il faisait semblant de ne pas savoir. Et donc, on a une sorte de dispositif un peu trompeur, fallacieux, dans lequel le bafouillement est une maîtrise qui se dissimule, est une composition qui se dissimule, dans laquelle on a une décomposition factice. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là, dans la question de la dualité, dans la question même de la structure du roman,
enfin, qui s'appelle pas roman d'ailleurs, hein, si on regarde sur la couverture, ouais, je dis Mahut ou le matériau, il n'y a pas écrit roman, il n'y a jamais écrit roman. Je dois quand même le faire remarquer. Mais enfin voilà, il y a ce grand 1 qui est justement le romancier. C'est d'autant plus intéressant de voir que le livre lui-même refuse de porter cette marque générique, mais que le romancier est inclus dans le livre à titre d'échec. Le romancier, c'est celui qui n'arrive pas à écrire. Ça, c'est un texte qui a fini par être écrit, qui est écrit, tout me demeure, j'ai gagné, pour citer les 5 derniers mots du livre. Tiens, regarde ce bel alphabet. Je viens de l'acheter. C'est celui d'Albert Dürer. J'ai évoqué lors de la première vidéo consacrée à Entre Fontoine et Agappa le fait qu'il y avait une parodie de Künstlerroman, de roman d'artiste. Et je préférais ici préciser aujourd'hui, en parlant de Mahut ou le matériau, qu'il s'agit plutôt de Künstlererzählung, et effectivement de récits autour des artistes. Et en fait, dans Mahut ou le matériau, c'est la multiplication des figures de romanciers, plutôt d'ailleurs que des figures d'écrivains ou d'artistes, qui pose problème. Il y a 3 écrivains. Il y a un écrivain évident en quelque sorte, et en fait on devrait dire 4 écrivains. Mais bon, je vais y revenir. Il y a 3 écrivains vraiment inscrits dans la trame du texte de Mahut ou le matériau. C'est Latiraille, le romancier, c'est lui qui donne son titre à la première partie. Latiraille, c'est le romancier, il a publié des livres, bon ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a la Lorpailleur, la mademoiselle Lorpailleur, qui est une professeure ou une institutrice, je ne sais plus bien, qui reviendra dans de très nombreux livres de Robert Pinget, et qui apparemment semble écrire en cachette un livre sur Latiraille, et qui est fasciné par le personnage de Latiraille, et qui essaie justement de faire de ce romancier un personnage d'un livre qu'elle écrit. Et il y a, 3e figure d'écrivain, Ceinture, le postier, et je cite, hein, où est-ce que c'est ? À cause qu'il dicte des romans à tout le monde, il veut les dédicacer, il en a déjà parlé à Latiraille qui lui a dit « Vieux tronc, mêlez-vous de ce qui vous regarde ». Et un peu plus tôt, j'ai beau lui jurer que Ceinture connaît déjà la fin de son roman, il me dit que je divague, ça ne le touche pas du tout, moi ça me ferait peur, je prendrais ça pour des révélations. Et tout ce passage du chapitre 4 de la première partie, chapitre 4 qui s'intitule Ceinture, d'ailleurs du nom du postier, tout ce passage-là vient du fait que dans ce chapitre même, Ceinture prétend tirer les ficelles, c'est ce qu'on trouve à la page 21, je tire les ficelles, c'est moi qui écris le roman de votre ami Latiraille. Donc cette multiplicité des écrivains, elle se trouve dans une espèce de pacte, de faussaire, dans lequel on ne sait pas qui écrit quoi, et où à l'intérieur du texte Mahut ou le matériau, avec Robert Pinget sur la couverture, on a un certain nombre de personnages d'écrivains ou d'écrivains, ou même, carrément, c'est dit clairement, de romanciers, dont on ne sait pas à quel moment, qui est le vrai auteur, qui est le véritable auteur. Ils ont l'air d'être en train d'écrire le roman des autres, ou d'être chacun le ghostwriter l'un de l'autre, voilà, donc le prête-plume l'un de l'autre, ou de se voler des manuscrits, ou d'être influencés les uns par les autres, ou voilà. Et ça, c'est extrêmement troublant. Et tout ça, en fait, je disais, il y a 3 personnages écrivains, parce qu'en fait, il y a bien sûr Mahut, j'en parlais précédemment dans cette vidéo, Mahut, lui, il est effectivement là pour réaliser une sorte de synthèse brouillonne, de synthèse bafouillante de tout ça, puisque c'est finalement lui qui avoue être l'origine de la parole, être celui qui a tout composé, qui a tout manigancé, et c'est lui qui, en prétendant n'avoir aucune éducation, être une sorte aux marges de la société, une sorte de marginal, finalement est celui qui bafouille l'histoire des autres. Et en fait, le seul véritable Künstler, le seul véritable artiste, c'est celui qui dit à la fin, je l'ai cité précédemment, « Tout me demeure, j'ai gagné ». Mauvaise journée. Les manchots envahissent le couloir. Ce ne sont pas des manchots à les voir de près. Ce sont des moutons. Et donc c'est ça qui est intéressant. Alors pour travailler sur le parcours, pour réfléchir au parcours du texte lui-même, parce que ça se termine par « Tout me demeure, j'ai gagné », mais ça commence comment? Ça commence par, voilà, et c'est Mahut qui parle, dès le début.
Ça s'appelle le romancier, le grand 1, mais c'est dès le début Mahut qui parle. Voilà cette histoire, je n'y comprends rien. C'est quelqu'un qui m'a dit, tu devrais la raconter. Je ne me souviens plus qui, peut-être moi, je mélange tout le monde. C'est vrai des fois dans la rue, quand on me présente une personne, je fais tellement attention, j'ai la même figure que cette personne, et l'ami qui me présente ne sait plus si c'est moi ou l'autre, il me laisse me débrouiller. Et on voit comment de cette confusion totale qui est celle consubstantielle du personnage de Mahut, on aboutit à tout me demeure, j'ai gagné. À savoir que finalement, il y a une sorte d'acceptation de la confusion. Tout est vrai simultanément. On est dans un texte contradictoire, on est dans un texte accumulatif, on est dans une esthétique de l'accumulation et de la confusion qui est entièrement acceptée à la fin. Mais on voit qu'au début, c'est vécu, ou c'est présenté, hein, vécu, c'est pas le bon mot, mais c'est présenté comme problématique. Vous dites comme l'attirail. Il écrit des choses vraies ou vraisemblables, ou véritables. C'est une marotte. Et puis ce titre, Mahut ou le matériau, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde simplement le livre, on voit quoi? 4 lettres, 2 lettres, 10 lettres, Mahut. Un nom énigmatique, simple, presque comme une sorte de cri un peu. Et puis ou, comme dans les romans du XVIIIe siècle, et Pinget ne refera jamais ça. Mahut ou le matériau, bien sûr, ça place le texte totalement du côté de du roman Julie ou la Nouvelle Héloïse, enfin tout ce Félicia ou Méphrodène, jusqu'au peut-être même l'exemple qui vient de me venir est un exemple de roman libertin, de roman érotique du XVIIIe siècle. Mahut ou le matériau, et donc le redoublement aussi bien sûr de la première syllabe, Mahut ou le matériau. 2 syllabes, 3 syllabes, un équilibre. C'est un titre extrêmement travaillé, c'est un titre extrêmement prenant, extrêmement incitatif, on va dire, qui pousse à se poser un certain nombre de questions. Et la question du matériau, c'est à la fois la question du matérialisme. J'ai déjà parlé du rapprochement que je ferai volontiers entre Dubuffet et Pinget. Ben là, on a la question des texturologies. Dubuffet a fait une très très belle série de peinture qui s'appelait les texturologies, en travaillant sur les textures. Ben finalement, la texture, c'est le texte aussi, et le matériau, c'est le matériau de Mahut, c'est-à-dire le matériau de l'écrivain. Et Mahut, le matériau, c'est un texte formidable sur l'élaboration d'un texte à partir de matériaux, justement, qui sont quoi? Qui sont des éléments épars, qui sont des éléments pas forcément très nobles, qui sont des éléments composites, et c'est comme ça que se constitue un texte. Il ne m'a de nouveau pas mis de serviette, mais je n'ai pas bavé. J'ai encore dans la bouche un goût de girofle. Je ne peux pas ne pas faire un sort à la question du loufoque. La question du loufoque, du saugrenu, de l'incongru, très très présente dans Entre Fantoine et Agappa, comme un moteur même principal des récits, des nouvelles, ici est également présent bien sûr. On le trouve très explicitement à la page, que je ne dise pas de bêtises, 29, avec les histoires des poux. Ça ne va pas, pourquoi? Parce que c'est complètement loufoque. C'est l'attirail qui parle. Je n'écris pas des choses loufoques, j'écris des choses vraies. Dieu que j'ai mal à la tête. Vraiment? Ça c'est Mahut qui parle. Je ne te comprends pas, c'est parce que tu te la creuses que tu as mal. Moi, j'ai jamais mal à la tête. Et ça vient à la fin d'un chapitre, le chapitre 5 de la première partie, dans laquelle Mahut propose effectivement à l'attirail d'écrire une histoire qui est complètement loufoque autour d'histoires de chercheurs de poux. Et les dames qui étaient des poux s'appellent des grosses pouzes. Et donc il y a évidemment dans l'invention langagière un côté complètement dérisoire, complètement ridicule, et qui participe justement du loufoque. Et on voit que l'attirail, qui n'est pourtant pas le modèle d'écrivain qui est finalement configuré ou mis en place ou instauré à l'issue du livre, l'attirail refuse ça parce qu'il dit « je n'écris pas les choses loufoques, j'écris des choses vraies ». Tu demandes à Louis Jouvet s'il est d'accord. Il te dit d'accord. Et on peut retrouver finalement dans ce mode de ce côté loufoque une propension en quelque sorte à faire dérailler la réalité ou à faire dérailler le réel à partir d'un déraillement du langage.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout propre à Pinget, on le trouve chez un très grand nombre d'écrivains du XXe siècle, on le trouve bien sûr avec les surréalistes, ou peut-être plus précisément avec les dadaïstes. Je pense que Pinget est plus dadaïste que surréaliste dans ses influences, au moins sur les premiers textes, au moins formellement, au moins pour un certain nombre d'aspects formels. On retrouve ça, bon, bien sûr, de manière plus contemporaine de Pinget, chez Beckett, chez Tardieu, notamment, chez Ionesco, bien sûr. Mais quand enfin moi je peux pas lire, j'ai pas pu lire cet extrait du chapitre 13 de la première partie, page 57, sans penser bien sûr à Beckett. C'est horrible à voir, il y avait deux camps, ceux qui mangeaient et ceux qui ne mangeaient pas. Maintenant, il n'y a plus que ceux qui ne mangent pas et ceux qui sont mangés. C'est la même chose. L'heure de manger qui vous mange pendant que vous dormez pour ne pas manger, elle vous tue. L'habitude de ne pas manger, elle vous force à dormir, et vous êtes mangé par l'heure de manger, vous êtes mort. Et ça, c'est, voilà, on lit ça en 1950, enfin écrit en 1952, on lit ça maintenant, mais ça a été écrit en 1952 dans Mahut ou le matériau. Moi je trouve les résonances beckettiennes avec Watt par exemple, extrêmement frappantes, et même avec le théâtre d'ailleurs. Admettons qu'un jour je mange trop de pommes de terre, ce qui m'endort, eh bien, je ne mange plus rien pendant 3 jours, que du café, ça me remet l'estomac et les nerfs en place. Le premier chapitre s'intitule « Je t'avertis ». Qui dit « je », qui es-tu? On ne sait pas, on ne saura pas. Mais ça se substitue à l'avertissement au lecteur. Au lieu d'avoir un avertissement au lecteur placé avant le début du texte, première partie, le romancier, grand 1, premier chapitre, je t'avertis. Et on ne sait pas qui est je, on ne sait pas qui es-tu. Et bien dès le début, cette utilisation complètement biaisée, complètement pervertie du je et du tu, et cette parodie en quelque sorte du mode traditionnel de l'avertissement au lecteur, eh bien place le texte dans une certaine esthétique et surtout dans un certain ton. Les illusions, c'est quand on entre à la boulangerie pour y acheter un citron. C'est marrant. Chapitres 12 et 13 de la deuxième partie. Fin du chapitre 12. J'ai trouvé l'attirail en train de se faire des grimaces dans le miroir. Fin du premier paragraphe du chapitre 13. Si l'attirail fait des grimaces, c'est qu'il n'est pas toujours l'attirail. La question de l'identité, bien sûr, se place en l'occurrence sous l'égide, sous l'aspect de la question de la spécularité. On se fait les grimaces dans le miroir parce qu'on n'est jamais identique à soi-même. Problématique éminemment postmoderne, bien sûr, et que l'on retrouve dès les débuts de l'œuvre de Pinget, dans Mahut ou le matériau. Autre exemple, très frappant pour moi, c'est la manière dont, finalement, l'attirail se reflète imparfaitement en Mahut, et dont Mahut cherche à se débarrasser d'un certain nombre de ses aspects les plus gênants dans d'autres personnages. C'est quelque chose qui est extrêmement permanent dans le texte, qui se répète de manière fréquente dans le texte de Mahut ou le matériau. De même, il faut piquer au mur beaucoup d'images. Ça fait devenir figuier si c'est une image de figuier, ou Tolède si c'est Tolède. Vers la fin du livre, chapitre 34 et chapitre 35, on trouve ça aussi, et finalement, on peut interpréter aussi le nom de Mahut comme une sorte de humain à l'envers et de humain à l'envers tronqué. Mahut, c'est huma, c'est-à-dire le flair, humé, pourquoi pas, les 5 sens, mais c'est aussi bien sûr le fait d'être l'humanité, mais l'humanité tronquée. Donc Mahut, là encore, ça n'est pas seulement le bafouillement, c'est l'aporie, c'est l'incapacité à parler l'humain en entier. Et le chapitre 35 s'appelle le musée de l'homme, c'est une visite au musée de l'homme. Et on y trouve, dès le début, cette notation-là. Quand je vois ma figure dans une vitrine, je ressemble à une fouine, c'est ennuyeux. Ce sont mes yeux toujours inquiets et pointus, si bien que les gens détestent que je les regarde. Je les surprends en flagrant délit. J'aimerais avoir des yeux doux comme des papillons nocturnes, ils ne dérangent personne. Et donc là, on a une espèce de confusion totale sur l'identité humaine et sur l'humanité. Et je continue la lecture de ce chapitre. J'ai pris le métro pour voir l'ONU de Chaillot.
C'est si loin, on n'y va jamais. Arrivé là, j'ai envie de voir le musée de l'homme. Ce sera l'occasion. J'entre et paf, je tombe sur le Mexique et les Totomacs. Ça te fiche un coup. Donc les civilisations précolombiennes avec des noms tellement magnifiques, j'aurais voulu les noter mais je n'avais pas de crayon. On regarde, on traverse les salles, on ne se souvient plus de la géographie, on fait le tour du monde et je suis tout tremblant devant les momies de l'Équateur. Donc voilà, c'est aussi un personnage qui est un humain tronqué, qui est un humain approximatif, qui est un humain qui souffre d'une identité volatile, diffuse et confuse. Et c'est ça aussi, Mahu ou le matériau. Je suis pas du tout content de cette vidéo en fait. J'ai quasiment fini de la tourner. J'ai tout enregistré, ou presque. Il me restait normalement 2 chapitres, en quelque sorte, de causerie enregistrée. Et puis ça m'a saoulé moi-même. Des anafraises. C'est entre les ananas et les fraises. Donc je suis en train d'apprendre sur le métier, c'est pas facile. J'ai jamais fait ça comme ça, jamais avant. Des vidéos aussi longues sur un grand projet de relecture. Donc il me restait en fait 2 questions principales dont je voulais parler. C'était la manière dont dans Mahu ou le matériau, la fiction est noyée dans le discours. Ben justement, je suis en train de me noyer dans mon propre discours, donc je ne vais pas faire ça. Voilà, la poésie, ça peut servir. Mais avant tout, il faut oublier son derrière. Et puis il y a un autre aspect dont je voulais parler, c'était la question de la voix. Vu que Pinget, dans la postface qu'il a écrite en 1982 pour la réimpression de Mahu ou le matériau chez Minuit, a bien parlé du fait que la recherche d'un ton, la recherche du ton, était quelque chose de central pour lui. Bien sûr, la question de la voix et le ton, on va bien sûr y revenir très souvent au cours de ce projet Pinget. Alors, puisque je fais un aveu de faiblesse et que je fais un aveu d'échec dans cette vidéo, bah je vais finir par lire simplement un passage dans lequel il est question de la voix et de la voix narrative, c'est-à-dire le fait de raconter. Et on se rend compte, mais il reste encore tout un tas de petits papiers, de marque-pages, de choses dont je n'ai pas parlé. Je me rends compte aussi que j'ai pas du tout raconté ce que racontait Mahu ou le matériau, parce que ça raconte pas quelque chose de très facile à résumer, et que c'est à peu près impossible à résumer, puisque c'est à la fois beaucoup plus fragmentaire et beaucoup plus éclaté qu'entre Fantoine et Agappa. C'est vraiment plein de petits fragments de notation, et en même temps ça cherche à épouser une sorte de continuité qui va, comme je l'ai dit plus tôt, et si vous avez suivi jusque-là, de la première phrase dans laquelle il y a la question, bien sûr, de « on m'a demandé de raconter une histoire et je ne sais pas comment faire et je ne m'y retrouve pas » et tout ce problème de l'identité de Mahu, pour se terminer par le « tout me demeure, j'ai gagné », le cri de victoire finale de Mahu, qui est demeurer maître de son matériau. Je ne l'ai pas dit, mais dans matériau, on a aussi l'anagramme possible de haut maître, donc du maître, de la maîtrise. Et donc du coup, Mahu, humain bizarre, humain inversé, humain tronqué, le matériau, c'est le maître, c'est haut maître. Donc il y a aussi cette question du maître, il y a toute cette question de la servilité, il y a toute la question aussi du magistère donc, et de la maîtrise. Tout ça est assez compliqué. Bien, donc en tout cas, difficile, impossible de résumer Mahu ou le matériau. Je vais lire un extrait du chapitre 29 de la 2e partie qui s'appelle « Les enfants sourds ». Ce qu'il racontait bien, j'étais vraiment dans le coup, moi, en attendant mon billet. Je trouve que beaucoup de gens savent raconter, même tout le monde. D'écrire, ça gâte. La voix n'y est plus, ni les yeux. Tu auras beau faire, quand on parle, on est encore plus vrai que ce qu'on a vu, puisqu'on explique. On est en même temps l'oreille et le cerveau de celui qui écoute, mais surtout, on est ses yeux, on regarde avec, et lui, il n'a point d'effort. L'histoire est vivante parce que je suis vivant à côté de lui. Tu comprends? C'est les séquences. Une séquence te coupe la main pendant que tu tiens ton verre. Une autre te remonte le bras pendant que tu cherches ton mouchoir. Une autre te parle anglais à cause du metteur en scène.